tous. Je tiens d'abord à remercier la Société marocaine de nutrition, et particulièrement Professeur Braud pour son invitation, et également pour l'organisation de cet événement fort intéressant. Et aujourd'hui, je suis là pour parler d'un petit état d'art, une petite bibliographie qui porte sur l'impact que pourrait avoir une carence en fer ou une anémie ferriprive sur le développement précoce chez l'enfant. Donc le fer, comme vous le savez, c'est un oligo-élément essentiel qui intervient dans la composition de plusieurs molécules, notamment l'hémoglobine des globules rouges, mais aussi la myoglobine des muscles, et qui est important aussi pour l'activité de plusieurs enzymes, notamment celles qui interviennent dans les processus de respiration cellulaire. Donc le métabolisme en fer, le métabolisme du fer peut se présenter, si on doit le résumer, ce serait en 3 étapes. La diapo d'avant. Donc 3 étapes peuvent synthétiser le métabolisme de fer. La première serait l'absorption, puis ensuite la répartition et enfin l'élimination. Donc le fer est apporté par l'alimentation. Il va passer ensuite via l'intestin vers le système de transport de la circulation sanguine. Une fois au niveau de ce système de transport, il va rencontrer la transférine qui va permettre par la suite son acheminement vers la circulation sanguine. Donc le fer intervient, est impliqué dans la synthèse de plusieurs molécules, notamment les globules rouges, qui constituent à elles seules 44% du volume sanguin total. Donc le fer est synthétisé au niveau, essentiellement au niveau du foie, de la rate et de la moelle osseuse. Et pour ce fer, il est lié à un complexe qui est la ferritine. La ferritine, même si elle est essentiellement stockée au niveau intracellulaire, son taux quand même au niveau sérique est un bon indicateur, on va dire, de l'ensemble du fer stocké au niveau de l'organisme. Donc chez un individu en bonne santé, 20 à 30% du fer serait stocké sous forme de ferritine, 9% sous forme de fer fonctionnel dans le cerveau et 60% sous forme de fer héminique dans les globules rouges. Alors dans le foie, il y a une enzyme qui s'appelle l'heptidine qui intervient justement dans les processus de régulation de la libération du fer stocké, mais aussi de son absorption dans l'organisme. Le foie et la rate synthétisent à peu près 2 millions de globules rouges par seconde qu'ils détruisent dans les 120 jours. Mais il n'y a pas de processus connu actif qui permet l'excrétion de ces globules rouges. Celles-ci seront perdues en petite quantité à travers les cellules de la peau ou de la muqueuse. Donc la carence en fer, qui est causée par une quantité insuffisante en fer dans l'organisme, peut induire ce qu'on appelle l'anémie. Et donc cette anémie, c'est l'une des pathologies les plus fréquentes au niveau mondial. Ça dépasse le milliard d'individus concernés. Et elle est souvent liée à une perte sanguine excessive de sang. Donc comme vous pouvez le voir entre ces deux images, donc le nombre de globules rouges est bien moindre chez une personne qui souffre d'anémie par rapport à une personne avec un profil normal. Donc qu'est-ce que serait l'anémie ferriprive? Qu'en est-il de l'anémie ferriprive? L'anémie ferriprive, c'est la forme d'anémie la plus fréquente qu'on rencontre en fait de nos jours. Elle survient en raison d'une carence en fer, mais elle est surtout associée à des phases de carence en fer beaucoup plus graves. Elle affecte toutes les tranches d'âge et aussi est présente dans tous les pays, qu'ils soient développés ou non. En général, l'anémie ferriprive se caractérise par un taux d'hémoglobine qui avoisine qui est inférieur plutôt à 110 grammes par litre et une mesure médiocre du bilan de fer. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de s'intéresser surtout à pourquoi est-ce que les enfants seraient plus susceptibles et vulnérables à cette anémie ferriprive. Donc la cause de l'anémie ferriprive chez les enfants est quand même multifactorielle. Cependant, il y a un facteur principal qui serait à l'origine de cette apparition d'anémie ferriprive chez les enfants, qui serait une consommation d'aliments à faible biodisponibilité en fer. Donc en effet, c'est bien avant l'âge de 2 ans que les enfants seraient plus vulnérables à l'apparition de carences en fer, en raison d'abord de leur croissance rapide, mais aussi d'un apport en général insuffisant de fer d'origine alimentaire. Chez les nourrissons, il y a eu également des études
qui compare les nourrissons nés à terme et les nourrissons qui sont nés prématurément. Donc les nourrissons nés à terme auraient des réserves en fer qui seraient assez suffisants pour respecter leurs besoins jusqu'à leurs 4 à 6 mois. L'anémie fériprive ne se déclare en général pas avant le 9e mois, alors que chez les nourrissons prématurés, et donc comme ils sont prématurés, en général ils naissent avec un petit poids de naissance, et donc forcément des réserves en fer beaucoup plus faibles, et donc seraient plus exposés, plus vulnérables à cette carence en fer. Le risque de carence en fer, cependant, chute après l'âge de 2 ans, puisque le taux de croissance des enfants diminue, ralentit, et puis le régime devient un petit peu plus diversifié. Et enfin, à partir de 3 ans, le fer d'origine alimentaire et le bilan fer, normalement, sont censés être habituellement suffisants, mais il y a toujours le risque d'apparition de carence en fer si jamais ces enfants sont exposés à un accès limité aux aliments, un régime pauvre en fer ou bien des troubles médicaux qui peuvent influencer le bilan en fer, par exemple suite à des infections parasitaires. Donc les chercheurs se sont intéressés à étudier l'effet de la carence en fer sur plusieurs paramètres, on va dire, chez les enfants. Ils ont commencé d'abord par une étude chez l'animal, dans laquelle ils ont essayé de comprendre l'impact que pourrait avoir cette carence en fer sur le développement du cerveau, chez des jeunes rats carencés en fer, donc les résultats de ces études avaient montré que la carence en fer pouvait entraîner des changements au niveau de la structure, mais également au niveau de la neurochimie du cerveau des jeunes rats carencés en fer. Donc ceci passait à travers une diminution de la myéline qui est importante pour la transmission, la vitesse de transmission du flux nerveux, des altérations au niveau de la morphologie et du métabolisme cellulaire, une réduction de la croissance dendritique, mais aussi de la formation et l'arborisation des synapses, tout ça en faveur d'altérations principalement au niveau de l'hippocampe, qui joue un rôle important dans le développement de la mémoire. D'autres modifications au niveau de neurométabolisme ont été observées, principalement au niveau des noyaux gris centraux, qui jouent un rôle important dans les fonctions cognitives supérieures, mais aussi les processus émotionnels et les fonctions motrices. Et enfin, il y a eu des altérations également de certains neurotransmetteurs, puisque le fer il est important pour l'activité de certaines enzymes impliquées dans la synthèse, mais aussi la dégradation de certains neurotransmetteurs. Il semblerait donc qu'il y a eu altération suite à cette carence en fer au niveau des neurotransmetteurs dopamine, sérotonine et noradrénaline. Donc en parallèle, les chercheurs ont mené aussi des études, cette fois-ci chez les nourrissons et enfants carencés, qui souffrent d'une anémie fériprive, dans lesquelles ils ont tenu à étudier la mesure des potentiels par variation transitoire de l'activité électrique du cerveau en réponse à différents stimuli. Les résultats avaient montré que les enfants qui souffrent d'anémie fériprive et qui avaient été soumis à des activités de concentration et de mémorisation présentaient une réactivité beaucoup plus retardée par rapport aux nourrissons n'ayant pas d'anémie fériprive. La réponse aussi à des stimuli auditifs était beaucoup plus allongée chez les nourrissons souffrant d'anémie fériprive. Ce qui est surprenant, c'est que cette réponse avait été par contre améliorée jusqu'à un facteur 12 une fois une complémentation en fer avait été administrée. La réponse aussi à des stimuli visuels avait montré des temps de latence beaucoup plus longs chez les enfants de 3 à 5 ans qui avaient eu une anémie fériprive lorsqu'ils étaient nourrissons. Et enfin, le profil de l'électroencéphalogramme semble être anormal chez les nourrissons et enfants d'âge scolaire ayant une anémie fériprive après stimulation cognitive. Donc le profil de l'électroencéphalogramme semblait être amélioré après complémentation en fer chez les enfants, mais pas chez les nourrissons. Et bien sûr, le sommeil aussi semble être altéré chez les nourrissons ayant une anémie fériprive. Un deuxième paramètre a été également exploré chez les enfants et les nourrissons, et il concerne donc le comportement de ces nourrissons et enfants souffrant d'anémie fériprive. Alors, les nourrissons qui souffrent d'anémie fériprive sont beaucoup plus craintifs, tendus, réservés, moins sensibles, moins souriants, moins coopératifs et aussi moins joueurs par rapport aux nourrissons, on va dire ça. Et des études qui ont été menées à domicile chez les enfants ayant une anémie fériprive
ce sont essentiellement des études d'observation, montraient que les enfants exploraient moins leur environnement, puisqu'ils restent toujours à côté de leur mère, sont plus prudents, hésitants, fatigables, irritables et moins susceptibles de jouer de façon interactive avec des objets. Donc la plupart de ces comportements ne se sont pas forcément améliorés, malheureusement, après un traitement à base de fer. Et enfin, l'impact sur la cognition de l'enfant a également fait l'objet de travaux, puisque des études sur l'effet de la carence en fer sur la cognition de l'enfant montraient des légers troubles cognitifs chez les enfants carencés en âge scolaire. Pas de différence forcément au niveau des tests de lecture, mais par contre, 65% des enfants qui avaient eu une anémie quand ils étaient nourrissons présentaient des troubles cognitifs globaux persistants même jusqu'à l'âge de 19 ans par rapport à ceux qui n'ont pas été anémiés lorsqu'ils étaient nourrissons. Donc l'ensemble de ces troubles serait la conséquence des effets à long terme finalement de la carence en fer sur le système dopaminergique et l'hippocampe. Donc pour conclure, le fer serait donc essentiel pour le développement normal du cerveau puisqu'il serait intéressant et important pour les processus de myélisation mais aussi de la transmission de l'information. Il est impliqué dans la modification du comportement de l'enfant puisqu'il peut induire ce qu'on appelle l'isolement fonctionnel de l'enfant et enfin il est impliqué aussi dans les troubles cognitifs chez les enfants. Donc, pour arriver à, on va dire, éviter toutes ces altérations, une diversification alimentaire serait quand même une étape cruciale pour le bon développement de l'enfant, qui devrait commencer à partir de l'âge de 6 mois et qui consiste à introduire des aliments semi-solides, puis solides, en plus bien sûr du lait maternel, qui reste quand même incontournable, mais qui reste toutefois insuffisant pour la croissance de l'enfant à cet âge. Voilà, je vous remercie de